Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Des besoins, nous en avons tous, mais sur le sujet du sexe, nous ne sommes pas tous avec les mêmes besoins, ce qui souvent pose des problèmes dans les couples au long cours. Quant à la pulsion, elle existe chez nous, même si c'est là aussi assez différent suivant les individus. Ça dépend aussi de la manière dont nous sommes connectés à notre part, je dirais presque animale, puisque la pulsion est d'ordre naturel. Mais, et c'est notre sujet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du désir ? Et c'est avec Catherine Emlé-Périssol que nous allons voir ça, parce que Catherine aime bien nous expliquer ce que sont nos émotions, nos ressentis, nos sentiments et sans doute le désir. Alors moi j'aime bien dire que la pulsion ou le besoin, ça peut se contenter de n'importe quoi et de n'importe qui. Et bien sûr, une masturbation peut tout à fait satisfaire un besoin ou une pulsion sexuelle. Tandis que le désir, il dépend de quelqu'un en particulier, il dépend en quelque sorte d'un sujet. Le désir se pose sur ce sujet et il aura même tendance à augmenter ce désir s'il ne peut pas être satisfait. En revanche, dès qu'il est satisfait, il aura tendance à s'éteindre. Et ça, je crois que c'est important à comprendre, notamment lorsqu'on est en couple, parce que si un homme a énormément de personnes amoureuses, moins il peut faire évidemment, plus devient un grand puissant. C'est assez complexe et ça va peut-être compliqué de vous l'expliquer et donc aussi de le maintenir dans une relation durable. Mais en tout cas, on essaye ensemble d'avancer sur ce sujet si complexe. Et je vous invite évidemment au 0826 300 300. Catherine Emlé-Périssol, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire déjà ? Je suis d'accord, notamment ce lien délicat avec le besoin. Oui. Et comment effectivement, qu'on confond trop souvent. Très souvent, nous disons j'ai besoin d'eux au lieu d'utiliser le terme de voilà, j'ai un désir. Et or le besoin, effectivement, dimension très structurelle, très corporelle, qui est toujours orientée du côté de avoir plus de vie. Voilà, c'est sa fonction. Et le désir intègre la notion de relation. Et évidemment, c'est à la fois du besoin, mais c'est du besoin en relation. Et là, ça change tout. Est-ce qu'on peut peut-être faire une analogie avec la nourriture ? Parce que ça, je trouve que c'est toujours assez facile. On a faim, on a besoin de manger, on a envie de je sais pas moi, de ce gâteau qu'on voit dans la pâtisserie. Et là, c'est plus un besoin, c'est un désir. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un appel corporel du côté de satisfaire, quasi dans l'urgence, ce besoin de nourriture. Dans le désir, il y a la relation avec l'objet. Alors que l'objet, ça peut être le gâteau dans la pâtisserie, ça peut être effectivement l'autre dans sa complexité. Et donc, il y a des éléments qui, à la fois, sont les mêmes, c'est-à-dire de l'ordre de la vitalité, l'existence, puisque le désir, c'est toujours un désir d'existence, c'est toujours un désir de vitalité, c'est toujours un appel vers l'existence. Mais un appel vers l'existence dans les circonstances, avec la situation, avec l'autre, avec... Et donc là, il y a une nécessité de distinguer cet élan qui nous appelle de la solution que nous allons trouver. En l'occurrence, ce gâteau dans la pâtisserie plutôt que quelques noisettes. Ou pas, d'ailleurs, rien. Mais là, il y a effectivement une attention qui est portée du côté de comment je satisfais mon propre élan, mon propre désir, qui de toute façon existe. Quelqu'un qui dit « j'ai pas de désir », ça existe, mais ça n'a aucun sens. Il y a inévitablement, nous sommes tous mus par un désir d'existence. La grande question, c'est comment, avec qui, et surtout avec quelle temporalité, c'est-à-dire est-ce que je fais dans l'urgence, est-ce que je construis aussi les éléments qui vont satisfaire mon désir, est-ce que je le construis dans le temps ? On sait bien la différence qu'il y a entre un désir de satisfaction immédiate
qui utilise un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine, et donc on est dopé. Et puis le désir qui va construire de quoi alimenter dans le temps, comme si on prend l'analogie avec la cuisine, avec le repas, avec l'alimentation, c'est je vais me faire une nourriture qui va être goûteuse, satisfaisante, bonne avec ce que j'ai dans mon frigo ou d'aller acheter. Donc il y a effectivement cette notion de temps, cette notion de comment je réponds à mon désir, à quel désir je réponds, et de pouvoir du coup utiliser le langage. C'est quel est le langage, comment je me raconte à moi-même mon propre désir, comment je le raconte à l'autre, comment je le retiens, comment je m'empêche aussi parfois d'agir pour répondre à ce désir. Une chose est sûre, c'est que le désir, comme le besoin, ils sont coexistants l'un avec l'autre. Et il y a une histoire de temps, il y a une histoire de langage, il y a une histoire évidemment de relation. Donc c'est ça qui me paraît et ce qui me semble peut-être intéressant à envisager aujourd'hui, c'est comment, dans un couple justement, on arrive à jongler avec son désir et le désir de l'autre. Parce que finalement, c'est le problème de beaucoup de couples. On est rarement totalement au diapason avec nos désirs. Eh bien, c'est bien pour ça que l'image de jongler est intéressante. C'est-à-dire, il y a un minimum deux balles. Oui. Et donc, c'est à quel rythme, est-ce que j'envoie la balle très haut, pas très haut, et le fait de pouvoir s'accorder au moins dans observons ensemble comment nous nous y prenons, regardons déjà ce que je vois de toi, ce que je vois de moi, et de pouvoir justement mettre du langage sur ce désir. Contrairement à ce que l'on croit quelquefois, le désir n'est pas annulé par le langage. Il peut même être amplifié, il peut même être éveillé par le langage. À condition d'écouter l'autre et de ne pas tout de suite lui répondre, tu es obsédé, tu ne penses qu'à ça, ou je ne sais quelles sont les formules toutes faites qu'on renvoie parfois à notre partenaire quand il nous envahit de son désir. Quand il nous envahit par les solutions pour satisfaire son désir. C'est-à-dire qu'il y a très souvent confusion entre le désir qui est cet appel intérieur de vie, de vitalité, de bonheur et d'excitation, et en même temps le moyen pour le satisfaire. Et tant que nous ne distinguons pas l'un de l'autre, eh bien, nous nous fermons aux possibilités au pluriel qu'il y a de satisfaire justement ce désir, d'où l'importance du langage et donc de l'écoute et donc de l'ouverture et donc de nous interroger, mais aussi d'interroger l'autre sur ce qu'il aime, sur ce qu'il préfère, sur ce dont il a peur. Et d'ouvrir du coup un champ d'échange qui est évidemment indispensable dans la façon de satisfaire le désir. Et avant de donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui vont certainement être très nombreux à réagir vu le sujet, comment on fait la différence comme ça qu'est-ce que vous diriez entre le besoin et le désir, notre besoin et notre désir? Le besoin, c'est contenu vraiment dans le mot lui-même, hein. C'est un soin immédiat. C'est un phénomène de survie quasiment. C'est fuir à toutes jambes à un moment donné face à une situation. C'est crier, se mettre à hurler sur l'autre. Par exemple, voilà. par rapport aux besoins sexuels ou aux désirs sexuels. Alors, par rapport aux besoins sexuels, c'est quel que soit le partenaire, quel que soit le moyen, etc. Je fais en sorte d'être satisfait à court terme. Et il y a vraiment une histoire de temporalité. Donc le besoin est beaucoup plus en rapport avec le court terme. Il faut que ce soit immédiat, il faut que ce soit satisfaisant. À la limite, peu importe la qualité. Et ce que vous disiez par rapport... D'où le conseil qu'on peut donner de la masturbation, évidemment. D'où, effectivement, la masturbation qui a vocation à répondre dans cette immédiateté. Cette tension provoquée par le besoin. C'est plus encore que libérer la tension, ça libère d'une tension, mais du coup, ça donne un état de détente, d'ouverture, de bien-être. Et donc, à ce titre-là, oui, bien sûr, et ça existe comme une nécessité, j'allais dire, comme réponse véritablement à ce besoin. Le désir est plus complexe, plus élaboré, mais contient quelque chose du besoin. Il n'y aurait pas de désir s'il n'y avait pas de besoin.
Bien sûr, le désir envahit, est une prolongation, c'est une extension. Parfois même est plus fort encore que le besoin, dans le sens où justement il touche nos émotions, tout notre être. Et non seulement il est plus fort, moi j'aime bien dire que c'est le haut-parleur, c'est-à-dire la voix du besoin peut être modérée, mais dès que vous la mettez dans un haut-parleur, ça devient hurlant. Et là, les réactions viennent effectivement très souvent confondre ce besoin, désir, avec les solutions qui peuvent être des solutions à court terme, de se contenter d'un mauvais repas, si on continue à faire l'analogie, pour idéalement soulager, mais ce n'est qu'un soulagement évidemment de court terme. C'est là où le désir se rapprocherait du besoin et c'est pas satisfaisant. On en parle maintenant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On évoque aujourd'hui le désir avec Catherine Emlé-Périssol. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de ce livre, Ma Bible des émotions, aux éditions Le Duc. C'est un livre formidable dans lequel vous donnez énormément de pistes pour mieux comprendre nos émotions, ce qu'on ressent, comment les gérer, comment gérer nos émotions avec le ou la partenaire. Donc je peux que vous le conseiller. Alexandra, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour. Alors justement, le désir qui évolue aussi avec le temps et dans une relation au long cours, par exemple. C'est votre cas ? Alors, le désir, moi je suis célibataire, mais quand je repense en fait aux relations longues que j'ai eues, je constate quand même que c'est relié surtout à notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on peut passer des cycles. Et j'ai constaté que dans ma vie personnelle, que le désir s'enclenche aussi quand mon état d'esprit aussi est en ouverture, que je suis bien, et que dès lors où les soucis en fait m'entraînent et que je suis un peu happée, automatiquement dans le couple, ça crée des distensions parce que fatigué désir en fait était moindre. En tout cas, nous n'étions plus connectés en fait à un désir de la même manière que quand on était un peu plus léger. Et c'est vrai que là, je vois aussi avec l'âge. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions en me disant est-ce que le désir que j'avais quand j'avais 20 ans, 30 ans va s'atténuer maintenant que j'en ai 50? Et en fait non, c'est toujours en fait un état d'esprit. C'est pour moi, je trouve alors, moi, je crois quand même, Alexandra, et Catherine donnera son avis évidemment. Je crois quand même que quand on est jeune, on a cette pulsion qui nourrit beaucoup le désir et qui quand même diminue avec l'âge. À 20 ans, on va plus facilement se jeter sur n'importe qui qu'à 50, il me semble, Catherine. Oui, l'aspect pulsionnel. L'élan vital, l'urgence sont beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus à l'œuvre, j'ai envie de dire, quand nous sommes jeunes. Et c'est tout à fait naturel au sens où c'est très lié, l'âge est aussi très lié à des phénomènes biologiques, à des phénomènes hormonaux. Et donc, il y a cette bonne nature, on va dire, qui suit aussi le désir d'un partenaire, le désir d'éprouver, le désir d'une sensorialité beaucoup plus intense. Donc, évidemment que nous agissons, évidemment, dans cette nécessité, dans cette conscience. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, dépasse aussi, dépasse un désir conscient, un désir élaboré, un désir construit, au profit de répondre véritablement à cette pulsion. Mais donc ça change dans le temps. Et ce qui change aussi, c'est la mémoire aussi des expériences vécues qui inévitablement vient, je pourrais dire, enrichir, mais en même temps influencer, en tout cas. Influence effectivement le mouvement même du désir. C'est vrai que lorsqu'on a, pardon, décidément, Alexandra, on n'arrête pas de vous couper. Non, désolée, Catherine. Non, mais si on a eu des épreuves négatives dans la sexualité ou au contraire des expériences positives, ça va plus ou moins entacher ou au contraire galvaniser notre désir.
Allez-y, je vous en prie, Alexandra, promis, on vous coupe plus. Je me posais aussi cette question, en fait, Catherine aussi, c'est pour moi le désir depuis que je suis jeune, peu importe, j'oublie parfois même mon âge, est relié en fait à l'amour, c'est-à-dire que mon corps réagit vraiment à l'instinct d'amour, c'est-à-dire que si dans le regard de l'autre je vois l'amour, je vois le respect, je vois la bienveillance, etc., ma pulsion et mon désir automatiquement va en fait vraiment pulser. Ah oui, exactement. Et ça, quel que soit l'âge, parce que quand je constate, si je regarde derrière moi le passé et que je regarde maintenant, la jeune femme n'a pas changé. C'est c'est un peu ma came, c'est-à-dire ce qui va vraiment m'éveiller au niveau de mon désir, c'est quand tout d'un coup, dans le regard, je vois cette lumière, ce respect, cet amour, alors que ce soit un amour physique ou un amour, voilà, on va pas rentrer, il y a différents types d'amour, mais c'est ça, moi, c'est ça en fait qui me fait pulser finalement au niveau de mon désir. C'est voilà, cette étincelle que j'ai dans le regard de l'autre en disant waouh, elle est chouette, ou tiens, elle est mignonne, je sais pas, c'est une sensation. Donc je me dis oui, effectivement, moi j'ai une pulsion peut-être d'amour. Ou un désir d'amour, peut-être. Ce que vous dites est très, très joli, c'est très poétique en plus. J'adore ça. Ce qui est très juste dans ce que vous dites, c'est que le désir est corrélé avec nos perceptions. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est à la fois la perception du regard de l'autre, les traits de son visage, le timbre de sa voix, un geste, une lumière dans son regard, et puis ce que ça déclenche aussi sensoriellement en vous. Et ce que ce que vous semblez décrire, c'est un sentiment d'ouverture, d'appel, d'envie, donc cet élan de vitalité que nous évoquions tout à l'heure. Donc tout ça est très intime, très corporel, et là vous avez tout à fait raison, c'est indépendant de l'âge. Oui, alors, complètement. Peut-être pas complètement, parce que quand il y a eu des grands chocs ou de grands traumatismes, la perception que nous avons du monde environnant peut évidemment évoluer aussi. Mais quand même, il y a cette comment dire, ouverture que vous décrivez sur ce que vous percevez de l'autre qui vient éveiller sensoriellement votre propre désir. C'est ça. Et Catherine, après, je ne sais pas si vous avez eu ce cas de figure, mais moi, ayant vécu un gros traumatisme, en fait, un viol jeune, j'ai su garder cette étincelle, en fait, c'est-à-dire, je ne peux pas subir ou continuer de subir, en fait, d'être une victime, entre guillemets. J'ai voulu retrouver, en fait, cette magie avec l'homme qu'on m'avait, entre guillemets, enlevé, quelque chose de blessé. Donc, pour moi, c'est important. Et c'est dommage, on est en train de vous perdre, Alexandra, attention. Oui. Alors, ce que j'entends effectivement, c'est combien cette expérience très douloureuse est venue peut-être aiguiser votre attention vis-à-vis justement de ce que vous percevez. C'est-à-dire que une attention beaucoup plus fine sur justement la qualité du regard, la qualité de la voix, la qualité de l'attitude d'un homme, est d'autant plus comme si tout votre corps était, je dirais pas aux aguets, mais dans la capacité de saisir des informations dans la présence, dans la gestuelle, dans le regard surtout de l'autre, comme étant, voilà, je me fie aussi à est-ce que je trouve bien ce respect. On pourrait dire en quelque sorte, Alexandra, que ça a développé une intuition pour justement ne plus vous remettre entre les pattes d'un violeur et au contraire d'apprécier d'autant plus quand vous avez un homme en face de vous qui mérite que vous vous ouvriez à lui. Donc comme quoi on peut aussi d'une expérience négative en tirer quelque chose de positif, comme on le dit souvent. Ça s'appelle la résilience. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Alexandra. On continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous. Nous évoquons le désir. Le désir, bah oui, on devrait en parler tous les jours de ce désir, hein, oui, Catherine. Oui. On devrait parce que c'est tellement important. Et c'est Hibiscus qui ne va pas nous contredire. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte Lahaie et Catherine Périssol. Bonjour à vous. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie.
Voilà. Et oui, donc pour moi, le désir et l'esprit, hein, ce sont bien les deux sujets, si j'ai bien compris, que nous parlons aujourd'hui. Donc le désir pour être, s'il est bien intentionné, bien positionné, je dirais, pour moi, un désir, ça peut être sous différentes formes. Désirer quelque chose de somptueux. Désirer une personne profondément, et puis là ça m'est déjà arrivé de regarder une personne, l'autre me regarde et je me sens aussi bien désirée que je peux désirer la personne, mais ça va au-delà c'est parfois inexplicable. Les corps se mettent il y a une alchimie qui se crée. Les corps se mettent en fusion et un ballet commence à s'exprimer. On peut aussi, ça c'est au niveau intime, un désir puissant de pouvoir obtenir quelque chose. Je sais pas, je dirais un jet privé, avoir une entrevue, voir une personne passer tout un week-end avec la personne que l'on veut, qui est bien souvent inaccessible. Mais vous savez, Hibiscus, le désir comme l'amour d'ailleurs, est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que d'ailleurs c'est nécessaire de l'expliquer? Non, parce qu'en fait... Ah pardon, allez-y. Non, mais je vous en prie, allez-y, vous répondez. Parce que là, ce que j'entends surtout, et ça c'est très bien, c'est que vous êtes pleine de désirs, visiblement. Vous avez surtout la capacité à les connaître, enfin en tout cas à les exprimer. Ce qui est peut-être gênant pour certaines personnes, c'est qu'elles croient ne pas avoir beaucoup de désirs parce que tout est inhibé. Mais chez vous, on a l'impression que la vie est belle et hop, je désire, non? Disons que depuis que je suis enfant, j'ai des ressentis et j'ai pu exprimer parce que ma mère était très très ouverte à ce niveau-là. Et je suis déjà je ne sais pas si on peut me considérer ainsi, mais comme une quelqu'un d'hypersensible. Il y a des choses il suffit d'un seul regard dans la rue des gens, je peux percevoir ou ressentir, je ne sais pas si c'est le mot exact, j'utilise mais utilisez le mot qui vous convient. On n'est pas là pour juger si c'est le mot exact, vous savez. Non, mais après on peut me dire non, ça peut changer. Donc je reviens sur le sujet. Et donc, je peux ressentir en eux si ils sont bien, s'ils sont moins bien, dans quelles conditions ils sont. Donc déjà, autour de moi, ce que je peux ressentir de la personne, et ça peut être jusqu'au niveau. Mais alors, là vous parlez. Alors, excusez-moi, mais j'essaye de recentrer le débat. Hein. Donc là, vous parlez de ce que vous ressentez que les autres ressentent. Hein, on est bien d'accord. Là, je parle de ce que moi je ressens. En fonction de ce que l'autre personne émet. J'entends bien. Mais est-ce que vous avez besoin de sentir qu'on vous regarde et qu'on vous désire pour désirer, ou est-ce que vous avez parfois quelque chose de tout à fait spontané qui vous fait... C'est parfois quelque chose aussi bien de spontané. Il y a pas longtemps, il m'est arrivé une petite expérience. J'ai été très troublée par cette expérience. J'ai regardé un homme, je sais pas, nos regards se sont croisés et il y a eu une alchimie qui s'est passée, sans comprendre pourquoi. J'ai été très gênée parce que j'ai su après que c'était le compagnon d'un tel, mais il y a eu quelque chose qui a été qui a traversé mon corps, mon esprit et ma perception des... Mais vous avez été gênée sur le moment ou après, quand vous avez su que c'était le... Juste après, Non, quand vous avez su que c'était le compagnon de quelqu'un d'autre. Déjà, j'ai été gênée par rapport à ce que ça m'a fait provoquer sur moi. Ah, c'est troublant. Oui, c'est... en moi. D'accord. Et par exemple, pareil,
je marche dans la nature, des fois je ressens des choses, des bonnes sensations ou des moins bonnes sensations. J'ai vraiment ce côté tactile extrêmement développé, je dirais, qui déclenche en moi des sensations plus ou moins agréables ou même très fortes. De la même façon, alors je vais reprendre votre exemple, hein, dites-moi si je me trompe, si j'ai bien entendu, lorsqu'un jour vous avez touché un arbre, vous avez ressenti quelque chose vous avez joui quelque part, enfin une jouissance extrême. Et ben parfois moi ça peut m'arriver sous différentes formes et différentes façons. J'ai ce côté très Mais ce que oui, je confirme avoir dit ça, avoir raconté une anecdote de ce genre, Hibiscus, c'est exact. Ce que j'entends chez vous, et il me semble, hein, Catherine Emlé-Périssol, c'est que vous êtes très sensuelle, vous êtes très en relation avec vos ressentis et vous les laissez vibrer. C'est très bien d'ailleurs. Oui. Pardon. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous dites je suis hypersensible. Alors, je sais que c'est un terme qui est beaucoup plus très souvent employé, mais qui finalement est une façon de mettre des mots sur une expérience très naturelle, très normale, j'ai envie de dire, qui est la capacité, à partir de ce que nos sens perçoivent, d'en être, comment dirais-je, éveillé sur le plan sensoriel. En termes d'excitation, en termes de peur aussi, hein, quelquefois ça peut générer de l'inconfort, voire même quelque chose de pénible. En tout cas, il y a ce qu'on appelle, c'est un phénomène de résonance entre ce que vous percevez et l'effet que ça a en vous. Oui, et c'est ça que vous racontez, c'est ça, et que c'est très présent et que en plus vous y êtes très attentive. Je suis attentive aux gens aussi pour éviter de... Après, je suis plus réservée sur le fait que ça vous informerait sur l'autre. Ça vous informe déjà sur vous, ce qui est beaucoup, hein. Quand on voit une tristesse dans des yeux, ne serait-ce quand on passe, des gens sont... C'est simple, il suffit juste d'observer. On voit une personne qui marche dans la rue et puis elle est dans ses pensées. Voilà, tout simplement. C'est facile à décoder. Enfin, pour moi, c'est si simple parce que je l'ai appris. Ça vous parlera peut-être. Oui, non, mais bien sûr, vous avez raison. Il y a des personnes comme vous, qui sont plus sensibles de percevoir ce que l'autre ressent. Maintenant, je me méfie toujours de notre interprétation, qui parfois peut être fausse. Quelqu'un peut être très dans ses pensées, pas forcément triste, même si il a l'air d'être triste, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est plutôt introverti. Enfin, vous voyez, faut quand même toujours se méfier de la façon qu'on a très rapidement d'interpréter quelque chose. Je suis complètement, j'ai la même vigilance, hein, que Brigitte. Autant le fait de pouvoir être attentionné à l'effet éprouvé, à la résonance que ça a chez soi, oui, c'est vraiment c'est comme un instrument de musique, hein, ça vibre. De là à s'aventurer dans l'interprétation de ce que ressent l'autre, je suis beaucoup plus vigilante. Il me semble que dès que nous nous adressons à l'autre, nous devrions avoir, rien que dans la communication, un point d'interrogation, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien ça que tu ressens ? Mais interpréter qu'un visage grave, perdu dans ses pensées, serait signifiant d'un état de tristesse ou d'une préoccupation, je ne sais quoi. Non, là, nous sommes effectivement dans l'interprétation, voire dans la fiction, et parce que nous ne pouvons décoder ce que nous percevons qu'à partir de notre propre système. Et ça, c'est important de le savoir. Et de le rappeler. Et de se le rappeler, et notamment dès que nous échangeons, dès que nous sommes dans la communication, dans l'échange avec l'autre, nous ne pouvons pas savoir le monde de l'autre à moins de l'interpeller et de l'écouter.
Mais sinon, nous ne pouvons pas en être informés par nos sens. Ça ne tient pas la route. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Hibiscus, de cet échange. Merci à vous. Et on continue avec Karine qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra ensuite en poser une à Catherine Emlé-Parisol. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte. Alors justement, puisqu'on parle des sens, quel est votre sens dominant dans l'amour, dans la sexualité, vous ? Le toucher. Ah bah oui, hein, bien sûr. Vous avez raison, c'est un sens tellement important dans l'amour. Exactement. Ah oui, la sensualité. Deuxième question, quel serait pour vous le temps idéal du coït ? Il y a longtemps que je n'ai pas posé cette question, tiens. Le temps idéal, peut-être 20 minutes. 20 minutes, d'accord, très bien. Et troisième question, est-ce que vous auriez de temps en temps, ou est-ce que vous avez eu des fantasmes pour faire l'amour avec une femme ? Non, pas vraiment. Bon, ça, c'est une réponse qui est claire, il n'y a pas de doute. Très bien, eh bien, Catherine vous écoute, vous pouvez lui poser une question. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Je voulais savoir comment c'était possible de gérer les émotions plutôt négatives quand on est quelqu'un d'hypersensible. Vaste question. Alors, quelques tomes de livres peuvent être écrits ou sont déjà écrits sur le sujet. Il me semble que toute idée de gestion commence par le début, c'est-à-dire de se laisser éprouver sensoriellement, corporellement, l'émotion que vous décrivez par négative. Toute émotion dite négative a sa traduction corporelle. Une angoisse a sa traduction corporelle par une gorge nouée, par le ventre avec une boule, par sensation d'oppression, etc. Et donc, mieux nous nous accordons de sentir ce que nous sentons corporellement, et j'insiste vraiment pour que ce soit le plus corporel, c'est vraiment dans le corps, plus nous y portons d'attention, y compris de dire ça a quelle couleur, ça a quelle forme, c'est où exactement dans la gorge, c'est où dans la poitrine, c'est où dans le ventre, etc. Plus nous rentrons en rapport avec cette information, parce que c'est une information émotionnelle, plus c'est comme si cette information se découvrant reconnue et validée, plus elle nous lâche. Donc c'est pas du tout une gestion au sens gérer un portefeuille, ça je peux pas vous éclairer sur le sujet, mais je peux vraiment vous dire combien il y a une cohésion corps-esprit. Et que lorsque nous sommes très envahis d'émotions négatives qui sont très cognitives au sens commenté, de ressentiment, que même alors nous avons de ressentiment vis-à-vis du fait d'éprouver du ressentiment, enfin ça n'en finit pas. Le meilleur moyen vraiment de s'alléger de cette épreuve est de nous mettre en rapport avec l'expérience corporelle qui lui est liée. Et j'allais presque dire en jouer quand je dis quelle couleur, quelle forme, où exactement, est-ce que ça c'est fixe, est-ce que ça bouge. Plus nous entrons vraiment dans ce contact, dans ce rapport et dans ce jeu entre notre esprit et notre corps. En fait, si je peux me permettre pour donner un conseil bien concret que vous allez tous comprendre, il faut laisser le corps vivre ce qu'il ressent. Et à partir de ce moment-là, l'émotion négative que vous appelez négative, Karine, va pouvoir se dissoudre. Se diluer. Par exemple, si on est en colère, Karine, plutôt que de bloquer, parce que justement on sent qu'on risque d'exploser, mieux vaut, je ne sais pas moi, crier, sauter, enfin à condition évidemment de ne pas taper sur la personne qui est en face de nous, mais plus notre colère va pouvoir se dissoudre, oui. Sinon, si on bloque ce que le corps manifeste, c'est comme ça qu'on ne peut pas faire évacuer, qu'on ne peut pas évacuer l'émotion. Très souvent, c'est le conflit dans lequel nous sommes avec notre propre ressenti qui pose problème. Absolument. Et qui entretient le phénomène. Plus nous rentrons en rapport avec elle, avec ce qu'elle la façon dont elle nous presse, en quelque sorte, que ce soit dans le cri, dans le mouvement,
plus nous l'accordons et plus ça s'efface. Ça s'évacue, oui. Et ça s'évacue. Mais dans ce livre, Ma Bible des émotions aux éditions Le Duc, Catherine, vous expliquez très très bien ce processus. Hein. C'est ça, parce que c'est vraiment un processus qui est explicable. Et donc, quand on dit que l'émotion est irrationnelle, c'est une erreur. Nous pouvons véritablement lui donner du sens et de la valeur. Et c'est là où, du coup, comme par magie, elle nous informe et elle nous donne même beaucoup de liberté pour peu que nous rentrions en rapport avec elle. Mais il ne faut pas en avoir peur de ces émotions négatives. C'est toute la difficulté. Si on en a peur, évidemment, on va bloquer et elle va nous faire du mal à l'intérieur de notre propre corps. Et c'est ensuite le corps qui souffre, évidemment. Et qui souffre et qui favorise des maladies qu'on baptise très souvent psychosomatiques, qui ne sont que le témoin de ce conflit et de ce blocage d'écoute et d'accueil que nous avons vis-à-vis de nos émotions. Et en plus de ça, nous les qualifions négatives. Donc Exactement. Ça ne fait que renforcer la résistance. Ça vous paraît clair, Karine ? Oui, ça me paraît très clair. Je vous remercie beaucoup pour cette explication. Merci à vous d'avoir participé. On fait une petite pause sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emmelet-Périssol est avec nous, médecin, homéopathe, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages et notamment sur nos émotions, comme on vient d'en parler. Alors, les hommes aussi, ils ont du désir. C'est bien qu'on ait un homme maintenant qui nous appelle. Bonjour Hervé. Bonjour Brigitte, bonjour Catherine Périssol. Bonjour Hervé. Alors, moi, je suis un homme qui a des désirs. Alors, dire que, voilà, c'est des émotions, un ressenti, des sentiments, je vais dire ça dépend, je vais dire un peu le moment où ça se passe. Je vais dire, c'est vrai que comme les auditrices tout à l'heure, quand je vais dire, allez, on est dans la rue, on est quelque part, on croise une personne, oui, on peut avoir un certain désir qui est un ressenti, je vais dire là plus à ce moment-là. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qu'elle va dégager, c'est son charisme, voilà, la parole, ces choses-là. Et dans ce cas-là, vous avez raison, c'est un ressenti, un désir immédiat comme ça qui vous envahit, c'est un ressenti, oui, vous avez raison Hervé, bravo. Voilà. Après, je vais partir plus on va dire dans le couple. Oui. Dans le couple, le désir, ce sera plus, je vais dire, un sentiment. Alors, oui, de temps en temps, ça peut être un besoin. On a un besoin, comme vous avez dit tout à l'heure, d'avoir un rapport, de faire l'amour. Mais ça devient plus du sentiment. On se connaît un peu plus. On essaye quand même comme on la connaît un peu plus, de répondre aux attentes de l'autre. Mais vous savez, Hervé, je pense à une chose comme ça, et j'ai envie de donner ce conseil à tous ceux qui nous écoutent. En fait, il suffirait, quand on est en couple, de repérer qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent envahi justement par du désir. Est-ce que c'est, par exemple, si on a du désir, on est envahi par le désir avant même que notre partenaire soit rentré, c'est peut-être plus quelque chose qu'on a imaginé ou un besoin. Si c'est parce que tout d'un coup, elle prend une position qui éveille notre désir, c'est vraiment elle qui éveille notre désir. Vous voyez, je pense qu'on pourrait, enfin je sais pas ce que vous en pensez Catherine, mais on pourrait être un peu plus dans la compréhension de ce qui fait qu'à un moment donné ce désir nous envahit ou pas. Il me semble qu'effectivement cette observation, parce que c'est c'est porter attention à la fois aux circonstances, à la fois
à justement cette émergence du désir? Est-ce que c'est plutôt un besoin? Est-ce que c'est plutôt un élan vers? Est-ce que c'est une part de soi qui est excitée en voyant, en sentant les odeurs, le toucher? Et donc c'est déjà de pouvoir s'accorder, s'autoriser à éprouver et d'observer cette sensorialité à l'œuvre, j'ai envie de dire, ou cet état d'excitation telle qu'elle se manifeste, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui la favorise, qu'est-ce qui au contraire l'éloigne. Et donc le fait comme ça de pouvoir s'observer soi-même dans son propre désir, me semble-t-il, c'est faire preuve justement de maturité. C'est une façon non seulement de se connaître, mais de s'accorder à soi-même, d'être un être désirant. Et ça, c'est essentiel. Et à mon avis, et c'est pour ça que je donne ce conseil, ça permet d'entretenir notre désir pour l'autre, qui malheureusement, on le sait, au fil du temps, peut s'éteindre. Il faut l'entretenir. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé ? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Le désir, oui, ça s'entretient. C'est la façon, peut-être, voilà, quand on est ensemble, de s'habiller, l'odeur, le parfum, voilà, l'attention qu'on va porter à l'autre, qui va faire que, oui, on a un désir. On a un désir de la personne, en fait, voilà, de notre conjoint. Je pense que... Alors, ça peut être un désir de la personne, oui, mais ça peut aussi être un désir d'avoir de la jouissance. Ça peut être se dire, tiens, parce que tout d'un coup, on se met à penser la dernière fois qui a été sublime. Donc, vous voyez, c'est pas forcément toujours dû à l'autre. Je dirais de partager cette jouissance. Ouais, voilà, je le ressens plus comme ça, c'est de partager cette jouissance qu'on pourrait avoir, évidemment personnellement, parce que c'est à nous à créer notre jouissance. Mais voilà, il y a, je vais dire, notre partenaire, il y est pour quelque chose. Ou pas. C'est-à-dire que, en tout cas pour vous, c'est très lié. Oui. Voilà, c'est très ancré dans ce lien avec votre partenaire. Je pense qu'il est aussi possible de nous accorder, nous autoriser nous-mêmes à pouvoir éprouver cet élan, éprouver ce désir, indépendamment de la présence ou du toucher ou de la, comment dirais-je, ou de l'odeur de son conjoint, sa conjointe. Parce que ça fait vraiment partie du fait d'être un humain. Ce que je disais tout à l'heure, un humain est un humain désirant. Et donc de pouvoir se l'accorder et nous observer avec tendresse sur cette réalité qui est la nôtre. Absolument. Merci Hervé, en tout cas, d'avoir réagi au désir. Et puis, moi, mon désir, c'est que vous aussi, vous nous appeliez sur Sud Radio au 0826 300 300. Et puis, une petite devinette, Catherine Périssol. Pourquoi les films porno dépriment tant les femmes ? La réponse, ce sera évidemment après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer le désir. On a bien compris, il suffira pas d'une heure de plus pour vraiment comprendre toutes les subtilités du désir, Catherine Emilé-Périssol. En tout cas, vous travaillez beaucoup sur les émotions. J'ai déjà parlé de ma Bible des émotions aux éditions Le Duc, et vous en avez écrit bien d'autres. Et on peut évidemment toujours vous retrouver dans ces différents ouvrages. Pourquoi les films porno dépriment les femmes ? Vous avez une petite réponse à me donner ? Non. Pas du tout. Tout simplement parce qu'elles comparent avec ce qu'elles ont à la maison, et c'est assez déprimant, faut bien le dire. N'est-ce pas, Antoine ? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Alors, je ne sais pas, excusez-moi, je rigolais à votre précédente intervention. Je ne sais pas si déprimant à ce point-là, donc ça fait bonheur de certains, apparemment. Je ne prétendrai pas, je ne serai pas désagréable avec vous, Antoine, surtout que je suis ravie de vous écouter. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, moi, le désir, c'est quelque chose de très complexe, et j'ai même une question à vous poser. C'est comment faire la différence dans un couple entre le désir et le fantasme ? Ah, belle question. Très belle question. Eh bien... Alors, parce que souvent, je fantasme lorsqu'on est... Alors, je vais au bout de ma question. En fait, souvent, quand on expose
ses désirs à ça ou à son partenaire, c'est soit mal compris, mal interprété, comme vous le disiez en début d'émission, on peut être pris pour quelqu'un d'un peu trop excentrique sexuellement, mais un désir, c'est quelque chose de plus noble, on va dire. Donc comment faire la différence? Alors, le désir, quelque chose de plus noble, il peut être écouté comme étant d'emblée excessif, trop abusif, etc. Hein. Donc oui, effectivement, le terme est mieux considéré, mais c'est pas toujours le cas. Je dirais que ce qui distingue le désir du fantasme, et du coup, la façon dont il est possible de le distinguer dans l'échange avec sa partenaire, c'est de considérer le désir comme vraiment étant un élan, c'est-à-dire un mouvement, je trouve que le terme de élan de vie, élan d'amour, élan vert est le terme qui convient le mieux au désir. Le fantasme est une façon d'illustrer, une façon de raconter, une façon de mettre en image, une façon comme un conte. Il y a un petit scénario qui s'installe. Il y a un petit scénario, il y a certaines images, il y a des personnages. Et donc, on n'est pas dans le registre justement de cet élan de vitalité vert qui nous amène à un accomplissement, à un geste, à des relations. Je vais reprendre l'exemple de la nourriture, hein, peut-être pour que ce soit bien concret, Antoine. Vous avez le désir de manger du saumon fumé, par exemple. Hein, vous avez le fantasme de manger du saumon fumé qui serait découpé en forme de cœur avec des petits morceaux d'avocat pour mettre ça sur le saumon sur du verre pour qu'il y ait aussi une. D'accord. Vous voyez, ça vous parle ça? Ça va scénariser, tout à fait. C'est ça. Le fantasme scénarise, et c'est formidable que ça puisse scénariser parce que ça nous permet de mettre des mots, de mettre des images ça et donc d'éveiller notre imaginaire. Oui. C'est ça. Donc cet imaginaire permet de stimuler, d'éveiller, d'enrichir, hein, au meilleur sens du terme, le désir qui est là. Et donc si nous sommes des êtres humains dotés de cette capacité de fantasmer, c'est précisément pour que cet élan vital soit accompagné, déployé, nourri, éveillé et pas forcément partagé par l'autre, qui peut avoir ses propres scénarios à disposition pour justement sublimer le désir. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple très très sexuel là pour le coup, Antoine. Une femme qui a du désir pour vous ce soir. Elle peut très bien, au moment où elle va prendre sa douche, en sortant de sa douche, mettre un peu de parfum à des endroits très précis, parce qu'elle fantasme que vous allez pouvoir l'allumer un peu mieux à ces endroits-là. Vous voyez ? Et là, on est à la fois dans du désir, mais nourri par un fantasme. D'accord. Ça vous semble... J'ai envie de vous dire, oui, je vais vous dire, ça risque pas parce que ma copine vient de rompre avec moi, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Non, vous inquiétez pas, je viens de raccrocher avec elle. On en a discuté. Moi, vous inquiétez pas, c'est pas, comme je dis, c'est pas non plus une opération à cœur ouvert. Hein, c'est juste une rupture amoureuse. Et enfin, il y a plus grâce sur terre. Donc. Oui, mais banalisez pas non plus quelque chose de toujours de difficile. Enfin, c'est jamais. Bien sûr qu'il y a pire, mais c'est jamais agréable. Une rupture, c'est jamais anodin non plus. Non, mais moi je me rends compte qu'en fait je suis tellement à 200%. Enfin moi fut un temps, Brigitte je travaille au Standard à côté de vous, donc je vous connais aussi en off comme on dit. Oui. Et je voulais vous remercier de façon générale et je voulais bien confier auprès de tous les auditrices et auditeurs qui vous écoutent à l'instant, c'est que vous êtes une personne bienveillante, et Dieu sait que ce mot est usé, galvaudé, utilisé à mauvais escient, mais vous êtes vraiment une personne formidable. Et vous m'avez beaucoup aidé dans la vie personnelle à mieux comprendre l'autre, ses désirs. Mais je me suis rendu compte qu'au final, que je parlais trop naturellement de ces choses-là, que ce soit désir, fantasme avec mes compagnes. Et qu'en fait, moi, j'ai appris maintenant à être dans la retenue. Parce que moi, je suis ouvert d'esprit. Et ma seule philosophie comme la vôtre, c'est entre adultes consentants, chacun fait ce qu'il veut. Mais je me suis aperçu que j'étais le seul à chaque fois. Et donc maintenant, je fais preuve de réserve et je ne dévoile pas tous mes désirs et encore moins mes fantasmes à ma partenaire. Alors, vous avez raison d'être peut-être un peu plus prudent si vous en avez payé le prix. Mais malgré tout, restez ouvert, ne vous refermez pas parce que
bien sûr qu'on rencontre des personnes qui nous déçoivent ou qui profitent justement de notre ouverture. Mais si on se ferme, on s'éloigne d'abord de sa propre nature, et ensuite vous risquez à un moment donné aussi de vous éloigner de quelqu'un qui serait prête à vous accueillir dans votre ouverture. Donc vous avez raison, sans doute qu'il faut un petit peu plus vous protéger, mais ne fermez pas. C'est juste le conseil que j'ai envie de vous donner. D'accord, je vais essayer de l'appliquer la prochaine fois. Mais oui, c'est-à-dire que vous inquiétez pas. Vous le dites dans vos mots, c'est-à-dire la tentation de tout raconter, tout dire, dans l'idée que ça pourrait être partagé et que ça favoriserait cette rencontre, mais garder certainement un peu plus de par vous certaines richesses. Le tout est probablement pour certaines vécu comme envahissant. Envahissant. Moi, je ne suis pas du tout dans ce registre-là. Je pense qu'en revanche, mettre une forme de mesure, ça fait très grec, mais l'idée de mesure est une vieille notion qui n'a plus tellement cours actuellement, et c'est bien dommage. Je vous donne un exemple concret, moi, par exemple, je pensais que dire qu'on était allé au moins une fois dans Save Cap d'Agde, comment était la Disney, pour voir, parce que tout le monde en parle, je pensais que ça passait crème, comme disent les jeunes de nos jours. Non, en fait, je me suis aperçu que ça choquait beaucoup de personnes encore en 2024. Donc ça, maintenant, je le dis plus. Alors pour moi, ça me semblait bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. D'aller au Cap d'Agde une fois, pour voir à quoi ça ressemble. Oui, mais vous avez raison, mais sur les questions de sexualité, il y a encore tellement de jugements. Donc vous avez été au Cap d'Agde, donc vous êtes un petit peu un pervers. Oui, voilà. Oui, vous avez raison. Vous avez compris que c'est pas forcément signe de liberté. Ça peut être mal vu et peut-être que c'est pas utile. C'est paradoxal à notre époque, je trouve. C'est totalement paradoxal, je suis bien d'accord avec vous. C'est hallucinant. Mais bon, je préfère, on va dire sociologiquement, philosophiquement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe de nos jours où on croit que la parole se libère, mais pas tant que ça en fait. Enfin, pas surtout. Il me semble que l'idée sur laquelle, parce que la parole est racontée comme se libérant, les personnes sont libres, je pense que c'est juste une idée. Même une parole qui semble effectivement libre ne dit rien de toute la construction sensorielle, psychique de la personne. Et donc la liberté, ça ne se décrète pas, ça s'éprouve, et ça s'éprouve petit à petit, pas à pas, et surtout dans la relation. Oui, vous savez, Antoine, on entend des hommes ou des femmes raconter qu'ils ont plein d'expériences, etc., et qui sont parfois pas si au fait de leur propre sexualité. Donc, on peut penser en effet aujourd'hui qu'on parle très facilement, très librement de sexualité. Pour autant, non, beaucoup de gens sont loin d'être libres, et on sent bien qu'il y a quand même encore beaucoup de jugements sur tout ce qui est d'ordre sexuel. Donc, soyez en effet. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. C'est nous. Merci Antoine. Merci beaucoup. Une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue évidemment à évoquer le désir, Catherine Emlé-Périssol, parce que c'est quelque chose de très complexe en fait. Oui. On voit bien d'ailleurs depuis 14 heures, on y a mis beaucoup de mots, et à part ce mot élan vital sur lequel on est peut-être assez d'accord toutes les deux, mais sinon, est-ce que justement, parfois, c'est intéressant aussi de se replonger sur l'animal. Est-ce que l'animal, au fond, a du désir? Il a une pulsion, il a une pulsion de reproduction. Est-ce qu'il a du désir? Alors, il a une pulsion de reproduction, mais beaucoup d'animaux ont ce qu'on appelle la parade, qui est toute une organisation qui témoigne aussi
alors là, on pourrait plus s'appeler désir, parce qu'il y a toute une organisation, il y a une temporalité. Une parade de séduction qui serait due au désir d'arriver à l'acte. Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc cette parade qui a un côté langagier aussi, hein, et qui se fait dans certaines circonstances, à certains moments. On pourrait aussi l'attribuer à l'expression, en tout cas prendrait la forme d'un désir, même si, évidemment, on va se poser la question du niveau de conscience, etc. Mais c'est pas le sujet. Parce que je pense que c'est important d'adjoindre au désir cette notion de temps, d'organisation, de temps, et donc de mémoire, et donc d'attente, et donc de projection, et qui est le versant, on va dire, plus construit, plus élaboré du désir, et avec la possibilité, effectivement, que ce désir vienne se fixer sur... Mais alors, si je vous écoute là, et je vous écoute d'ailleurs, je vois pas pourquoi je dis si je vous écoute, ça voudrait dire que là, chez l'animal, c'est quand même un désir vis-à-vis d'une femelle, pas d'une en particulier. Non, pas d'une en particulier. En tout cas, tel que nous connaissons, nous, ces habitudes animales, ça semble pas être une femelle en particulier. Il me semble. Enfin, moi qui connais bien les chiens et les chevaux, je n'ai pas vu spécialement de demande en mariage chez les uns ou chez les autres, hein, en tout cas officielle. Non, après, c'est vrai que derrière, il peut y avoir l'installation avec un couple qui dure sur un temps pour les enfants. Chez quelques espèces, notamment les oiseaux. Notamment chez les oiseaux, absolument. Les loups aussi, je crois. Ouais. Donc, ce sont des organisations qui ont été sélectionnées. Un bon Darwin qui nous dit que ça a été sélectionné effectivement comme étant optimal pour faire perdurer l'espèce. Bien sûr, et d'ailleurs, on a encore, nous aussi, ce désir de reproduction qui est en nous et qui se manifeste. Bien entendu. On le voit notamment chez les femmes qui prennent de la pilule ou pas, comment le désir peut fluctuer en fonction de cette capacité à se reproduire ou pas. C'est ça, et que nous sommes inévitablement, puisque nous sommes des êtres désirants et nous sommes des êtres biologiques, nous sommes inévitablement habités par les fluctuations hormonales qui sont inhérentes au fait d'être sexué et inévitablement habité par une intention occulte mais très présente de perpétuer dans notre existence propre et notre existence en tant qu'espèce. Absolument. Pierre est avec nous, je crois. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Brigitte et Catherine. Brigitte et Catherine. Je n'ai, excusez-moi, pas préparé du tout, mais le thème est sur le désir. Absolument, le désir. Alors, de façon très improvisée, mais à moi, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'inévitablement, uniquement l'âge, le côté métabolique, hormonal, fait que à partir de 55 pour mon cas, le désir baisse tant, ou bien il y a tant de choses autour? Voilà, c'est une question. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Il est évident qu'un jeune homme de 17 ans, il va voir une femme avec un décolleté, il va immédiatement avoir un début d'érection. À 55 ans, vous en avez vu quelques-unes, je ne pense pas que ça provoquera un début d'érection. Donc il y a quand même quelque chose qui est moins immédiat avec le temps. Après, c'est pas parce qu'on vieillit que le désir s'éteint. Il est plus, comment dirais-je, il est moins spontané. Il est peut-être plus élaboré. Alors, je fais même allusion à ce désir qui est inconscient, ou ce côté un peu mécanique de l'homme pendant son sommeil et au réveil. Vous voyez ce que je veux dire, et qui où c'est plus du tout la même chose à partir d'un certain moment, en tout cas très personnellement. C'est pour ça qu'il y a du questionnement. Bon, mais c'est vaste, hein, Brigitte. Là, je pas développé, ni on n'a pas trop de temps. Mais
il me semble qu'il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a effectivement ce qui est souvent évoqué en termes d'usure, et je trouve que c'est un très très mauvais terme. J'aime bien quand Brigitte dit il est plus élaboré, c'est-à-dire que le désir s'est enrichi d'expérience, il s'est enrichi de mémoire, il s'est enrichi aussi d'habitude. Le fait d'avoir vu assez souvent des femmes en décolleté fait qu'il n'y a pas la nouveauté que peut vivre un jeune homme tout émoustillé de voir une jeune fille et son décolleté. Et donc il y a un enrichissement, c'est-à-dire moi je propose vraiment de regarder que l'évolution, la transformation du désir parce que le désir a sa propre évolution en fonction des expériences vécues, en fonction du métabolisme, vous avez raison, en fonction des chocs, des heurts, des bonheurs qui ont été vécus. Et donc, le désir, comme l'émotion, comme le ressenti, a sa propre évolution. Et donc, c'est important de la regarder comme évoluant, ce désir, et non pas comme il est là, et puis à un moment donné, il serait plus là. Je pense que il est important, j'allais dire, de rendre hommage à l'évolution même de notre corps-esprit pour reconnaître que le désir évolue comme le reste du corps et de l'esprit, et donc de pouvoir se l'accorder à soi-même, et j'ai envie de dire encore plus dans un couple. J'entends, Catherine, je vous remercie. C'est vrai que, de façon assez factuelle, j'ai l'impression que vous avez un peu, ce dont vous avez un peu parlé, de passer du tout au rien. Vous voyez ce que je veux dire, en effet. Mais c'est sans doute, ce que j'entends peut-être, c'est que c'est multifactoriel aussi, et que c'est là-dessus que peut-être il faudrait que je m'interroge. Voilà. Oui, mais Pierre, ce qui est peut-être important à dire, notamment dans un couple, pour que le désir se maintienne, il faut aussi que la satisfaction soit là quand on accomplit l'acte sexuel. C'est-à-dire que si l'acte sexuel ne nous apporte pas grand-chose, il est fort probable qu'à force, ce désir ne soit plus là, parce que pourquoi avoir du désir pour quelque chose qu'on n'aime pas spécialement? Si on n'aime pas spécialement les noisettes, on verra un plat de noisettes devant les yeux, on n'aura pas spécialement du désir pour les noisettes, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est si important dans un couple de communiquer sur la relation sexuelle qui doit évoluer, qui doit nous surprendre, Sinon, en effet, on pourra parler d'usure du désir. Je comprends, Brigitte. Et puis après, il y a le couple, mais après, je suis peut-être hors sujet. Non, allez-y, Pierre. Il y a aussi son propre. Quand je parlais du sommeil de l'homme et du réveil, c'est-à-dire où là on est dans quand même l'inconscient, tout simplement, quand jeune, vous avez tous les matins une érection, et puis qu'à un moment donné, vous n'en avez plus aucune. Il y a un questionnement qui est aussi au-delà du mais là, ça mérite de consulter médicalement pour voir s'il n'y a pas justement ce qu'on appelle l'andropause, s'il n'y a pas un début de cholestérol. Enfin, là, ça vaut le coup quand même. Si vous n'avez plus d'érection matinale du tout, moi je pense que ça mérite d'aller consulter sur ce point particulier. D'accord. Vous voyez, c'est parce que Oui, d'accord, Brigitte. Parce que je me dis, à partir du moment où dans le rêve, dans l'inconscient, il y a... Alors bien sûr que l'inconscient est lié avec ce qu'on vit tous les jours. Mais ce côté mécanique, où il n'y a pas les odeurs, la vue, l'entente, tout ce qu'on peut avoir dans un couple, etc., c'est là où la question se pose du côté physique ou physiologique. Voilà. Écoutez, je vous ai donné la réponse, Pierre. N'hésitez pas, vous serez fixé. Je crois que c'est important. Oui, ça peut être effectivement symptomatique, mais ça mérite effectivement d'être vérifié.
Exactement. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, on va tester un jouet également, et puis vous pouvez continuer à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, ça va peut-être surprendre les auditeurs. Mon Love Conseil s'appelle « Cessons de faire l'amour ». Alors, comme on parle du désir aujourd'hui, Catherine Emlé-Périssol, on peut se demander ce qui m'arrive. Voilà, je fais grève. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, le mode d'action dans lequel on se trouve le plus souvent, c'est le mode faire. On va faire quelque chose, on fait, il faut faire, etc. Ça signifie forcément qu'il y a une pensée, un but, et qu'on va se reposer sur les acquis de ce qu'on a déjà fait, puis sur l'idée de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va projeter dans le futur. Et vous n'imaginez pas à quel point ce mode faire est nuisible à la sexualité. C'est pour ça que je propose d'arrêter de dire on va faire l'amour, mais on va être en amour, ou on va... enfin bref, je crois que c'est vraiment important de penser quand on est dans l'acte sexuel, d'être dans le présent, d'être en relation avec ses sensations, avec son partenaire, et de surtout mettre de côté toutes les idées reçues sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, apprécier pleinement l'expérience du moment, et puis vous verrez que si vous arrivez à vous mettre dans cet état, vous serez peut-être un peu perdu au départ, parce que vous avez tellement l'habitude qu'il faut faire tel geste, qu'il faut faire telle position, ça va peut-être un petit peu vous surprendre, mais si vous persistez, eh bien vous allez être vraiment dans ce fameux lâcher-prise qui apporte la jouissance, quoi. Cessons de faire l'amour. Voilà le principe de ce Love Conseil. Vous êtes évidemment d'accord, bien sûr, j'imagine. Oui. J'aime beaucoup ce être en amour, comme disent les Canadiens. Oui, bien sûr. Être en amour, bien sûr. Bien sûr. Et j'aime bien, c'est Alain Héril qui a sorti un livre sur on ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Oh, c'est magnifique. C'est beau, mais c'est tellement juste. C'est tellement juste. C'est ce que parfois certains pratiques de la méditation proposent, c'est-à-dire qu'on ne respire pas, on est respiré. Exactement. Et ça, c'est vrai. Il faut vraiment penser que dès qu'on veut faire quelque chose, on est dans une volonté et on n'est plus dans l'être, tout simplement. Michel, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, vous avez reçu ce masturbateur vibrant Cruise que l'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors c'est un objet masturbateur, donc avec une ouverture dans lequel on voit une sorte de vulve, Catherine. Ouais. Et alors la particularité de cet objet qui moi m'a beaucoup amusé, Michel, puis vous allez me dire après ce que vous en pensez, c'est qu'il il fait du bruit. C'est-à-dire que quand on met son pénis dedans, on peut mettre les oreillettes et on entend. Non, on entend. On entend une femme, ouais, exactement, qui gémit, ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Vous voyez ? On l'entend pas fort, parce que, mais je sais pas. Mais bon, en tout cas, on l'entend. Bon, bref, c'est plutôt. Et puis ça vibre aussi, Le masturbateur vibre aussi, Michel. Oui, c'est exact. Ouais. Voilà. Donc c'est un objet, enfin c'est un masturbateur assez nouveau, assez. Bon, j'arrive plus à la faire taire. Je vais appuyer plus longtemps. Voilà, ça y est, elle s'est tue. Bon. Ça fait rire tout le studio. Ma réalisatrice est morte de rire. Voilà. Ce n'était pas moi. C'était le masturbateur. Non, effectivement, mais nous avons participé à des tentatives pour arrêter. Alors Michel, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce masturbateur vibrant et gémissant ? Alors écoutez, c'était la première fois que j'utilisais ce genre d'appareil, donc ça m'a fait un petit peu sourire aussi. Donc ça ressemble un petit peu à un thermos à café, on peut dire ça, c'est un cylindre. Absolument, voilà. Oui. Alors ne pas se tromper en allant au boulot et en prenant son thermos, bien sûr.
Mais alors j'ai trouvé que le premier essai était pas très concluant au niveau des vibrations et puis au niveau du son qu'on a entendu, là, les gémissements de femmes. Bon, c'est pas très intéressant et ça met pas trop dans l'ambiance, quoi. J'ai trouvé. Non. Et dites donc, il faut arriver à l'introduire son pénis là-dedans. Hein. Moi, oui, j'essaye de mettre mes doigts. Ouais. L'autre défaut, c'est qu'il est très serré. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Tenez, voilà. Catherine, je vous l'envoie si vous voulez. Attention, vous l'attrapez bien. Hop. Ah oui. Je comprends. Hein, il faut... Très serré. Oui, donc c'est très serré, donc il faut pas hésiter à utiliser du lubrifiant, sinon c'est impossible. Il vaut mieux. Sinon c'est impossible. Mais bon, ça a fait le travail au bout de la deuxième fois, disons, mais j'ai pas trouvé ça plus excitant qu'autre chose. Enfin, bon, voilà, pour moi c'est un gadget, mais bon, voilà. Non, ce qui peut être rigolo, c'est si votre femme vous l'offre avant que vous partiez en voyage, comme ça il y a un peu de fantasme peut-être. Oui, peut-être, mais bon, j'ai trouvé que j'avais plus de désir, à se masturber manuellement qu'avec cet appareil. Quoi. Oh, oui, vous êtes un grand artisan, Michel. Hein, ça doit être ça. Non mais je pense, enfin, pour l'instant, je pense qu'on a du mal à trouver des jouets pour hommes qui soient vraiment satisfaisants, parce qu'au fond, l'homme est un manuel, hein, c'est bien connu. Il doit être ça. Bon. Donc, donnez-moi sa note et puis on n'en parle plus. Écoutez, je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10 quand même. Bon, une petite moyenne. Masturbateur vibrant qui s'appelle CM06 ou Creuse, je sais pas trop. Enfin bref, on le trouve sur ruedesplaisirs.com. Cela dit, il est rigolo. Moi, il m'aura fait rire. Hein. C'est déjà ça. Merci beaucoup, Michel, en tout cas. On continue. Patrick qui est avec nous. Bonjour, Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Catherine Périssol qui est avec nous. Eh bien, on vous écoute, Patrick, allez-y. Oui, sur le désir, c'est vrai que j'essaye de le cultiver, entre guillemets, ou de l'apprécier, ou de le faire venir, enfin, qui se fasse vraiment partie de ma vie. C'est un peu comme les plaisirs de la vie en général. J'aime beaucoup aussi les intellectualiser et prendre le temps d'y penser. Et pas simplement avoir des pulsions de temps en temps plus violentes que d'habitude, ou à un moment donné de la journée d'avoir une érection qui me surprend et tiens, j'ai une connexion avec mon corps un peu différente en ce moment. Donc je pense que l'esprit et le désir pour moi sont qu'un, même si après dans le passage à l'acte, il y a du lâcher prise, et donc l'esprit est moins présent, ou en tous les cas c'est le corps qui redevient très prédominant dans l'approche du désir. Pour moi, l'esprit est toujours là. En tous les cas, en tout cas, vous avez raison. Il y a un lien évidemment entre le corps et l'esprit. C'est pas Catherine qui va nous dire le contraire. Hein. Et donc, on peut nourrir le désir par le corps ou par l'esprit. Oui, les deux fonctionnent. Et vous avez raison de le cultiver, bien sûr. Cette notion de culture, elle est vraiment importante. On l'évoquait juste avant que vous n'appeliez. Et nous avons à cet égard une vraie responsabilité de cultiver cet élan vital, cet élan du corps et de l'esprit. Parce que je pense qu'il est insuffisamment mis en valeur comme faisant partie vraiment intégrante de la vie intime et de la vie relationnelle. Et l'autre aspect, pour moi, c'est aussi que cultiver l'esprit, le désir par l'esprit et y penser, à développer des idées, etc. C'est pas frustrant, entre guillemets, s'il n'y a pas un passage à l'acte tout de suite. Et c'est même, c'est accumuler de la bonne énergie qui sera bien utile à un autre moment de ma journée ou de ma semaine, dans ma vie, en fait. Et en fait, je peux me projeter beaucoup dans le désir sans être frustré de ne pas avoir un assouvissement immédiat. Et bon, ça m'a pris du temps d'un peu là-dedans, mais parce que vous avez, oui, mais parce que vous avez compris que de faire on le fait monter le désir finalement quand on laisse le temps, on lui laisse du temps. Si on le
si on veut ça tout de suite, son désir, certes, on va tout de suite le satisfaire, mais après, il n'existe plus. Et où, à ce moment-là, on est très déçu s'il n'y a pas justement un soulagement, entre guillemets, rapide qui va venir derrière. Donc c'est presque jouer avec, en fait. Il y a aussi une notion de jeu, de rappel, de stimulation, je dirais, par exemple, quand je peux croiser des femmes qui m'inspirent, d'un coup, je peux beaucoup me projeter, mais je vais pas avoir de frustration si je ne vais pas plus loin que simplement un échange de regard et il ne s'est rien passé du tout. Bien sûr. Ouais. Mais vous savez, Patrick, c'est pour ça qu'on dit que de regarder beaucoup de films porno en se masturbant tout de suite et rapidement et en obtenant la jouissance le plus vite possible finit par provoquer une addiction parce que justement le désir est immédiat, donc il faut tout de suite le renouveler, et à force de tout de suite le renouveler, on devient dépendant de la fameuse dopamine et on est dans l'addiction. Donc, cultiver son désir, c'est une très très bonne stratégie pour le maintenir, oui. Pour le maintenir, je veux dire, en éveil. Et cette notion de culture, elle contient d'une certaine manière une promesse qui est différée dans le temps, ce que vous dites, et vous avez raison, mais c'est exactement comme les premiers cultivateurs qui ont mis des graines dans le sol. Il a fallu du temps pour que ça pousse et pouvoir satisfaire le besoin de manger. Et donc, on n'arrête pas de faire des références comme ça, le lien entre l'alimentation et la sexualité. Mais je pense que c'est une jolie façon d'entendre toute la valeur, toute la beauté, justement, une certaine façon de cultiver, d'attendre, de à la fois être satisfait, mais satisfait à un endroit, à un niveau qu'on appelle l'esprit, qui est inévitablement en rapport avec le corps, mais moins dans l'urgence. Et là aussi, il y a une forme de liberté. Cultiver le désir, c'est justement ne pas être esclave de son désir, mais de pouvoir l'entretenir, le cultiver, et donc être libre aussi par rapport à la pulsion. Très juste et très joli ce que vous venez de dire, Catherine. Donc Patrick, vous êtes un être libre. Parfait. Non, mais c'est très juste. Important. C'est très juste parce que finalement, celui qui est toujours dans le besoin immédiat de satisfaire son désir, il est prisonnier de son fonctionnement. Oui, mais je crois surtout, en tant que jeune homme, peut-être j'étais beaucoup plus justement dans l'aspect frustration. Si jamais je n'obtenais pas, et alors qu'aujourd'hui, non, beaucoup moins, mais à tout niveau d'ailleurs, dans tout type de désir, parce qu'on peut avoir des désirs culinaires, en effet, il y a le rapport avec la nourriture, d'autres. Mais vous savez, je vais prendre un. Excusez-moi, je vais prendre un autre exemple, mais là, ça va parler à tout le monde. Aujourd'hui, avec notre société de consommation, et on peut tout acheter immédiatement à crédit, et bien finalement, on n'a plus le même désir d'obtenir quelque chose qu'on obtient tout de suite à une certaine époque, quand il fallait attendre pour obtenir un objet, parce que quel plaisir on avait, quelle jouissance on avait à obtenir ce désir enfin cet objet, pardon. La société de consommation tue notre désir, et je pense qu'une société qui tue notre désir au sens profond du terme est une société qui n'est pas très libre. Et l'autre aspect de ce qu'on a déjà aussi. Oui, mais là aussi c'est une forme de culture. Ça aide bien. Oui, ça aide bien. Ça. Et je sens, par exemple, quand on parle de fantasmes, d'idées, etc., je suis marié et je fantasme toujours sur ma femme. Où j'ai toujours du désir en son absence, où j'imagine des choses, etc. Enfin, pas simplement quand je suis avec elle, ou au moment où il y a un passage à l'acte, où on est dans la dimension intime. Donc, eh bien, bonne nouvelle. Je m'y exerce encore. Bonne nouvelle, vous êtes adulte et mature, Patrick. Ça fait plaisir. L'âge parfois a du bon, alors. Exactement. Mais enfin bon, vous avez quand même travaillé là-dessus, c'est bien. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. On fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure sur ce vaste sujet qu'est le désir.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans ce livre, Ma Bible des émotions aux éditions Le Duc, dans lequel vous expliquez bien ce que ressent le corps suivant les émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, de la joie. On parle du désir. Alors évidemment, le désir est plutôt relié à la joie. Ça ne surprendra personne. Et justement, puisque vous évoquez si bien, Catherine Emlé-Périssol, ce qui se passe dans notre corps, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe dans notre corps justement quand on a du désir? Alors, comme toute ressenti, émotion, je préfère parler d'émotion parce que la beauté du terme émotion, c'est que c'est une histoire de mouvement, un mouvement vers la vie en fait. L'émotion, c'est un mouvement vers la vie. Même si ça passe quelquefois par des voies tout à fait intenses et voire même douloureuses. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Antonio Damasio et qui décrit, alors lui, il décrit la cascade de la peur, mais de la même manière qu'il y a une cascade de la peur, une cascade de la colère, une cascade de la tristesse, il y a une cascade de la joie. C'est-à-dire, c'est tout un processus, tout un mouvement qui sollicite un certain nombre de voies neuronales dans ce qu'on appelle volontiers la voie de la récompense. Le terme est mal choisi, parce que c'est pas une récompense au sens un enfant qui est récompensé parce qu'il amène un cadeau. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est récompense au sens de le corps de bien-être. C'est ça, comme s'il y avait une compensation. Par le biais de l'acte ou par le biais du geste ou par le biais de ce qui est engagé justement dans cet élan vital et qui vient récompenser... C'est une sensation qui est agréable et qui nous donne envie de la renouveler. Qui est agréable, qui fait qu'on a envie de la renouveler, d'où le côté addiction, qui est effectivement le fruit de ce système de dopamine, parce qu'on a envie de renouveler, mais qui, bonne nouvelle, oriente aussi ce qu'on appelle la voie de la sérotonine, c'est-à-dire la voie de la construction différée dans le temps pour obtenir cet état de joie. Et du coup, on préfère lui substituer le terme de bonheur. C'est-à-dire la façon dont nous construisons, nous cultivons le bonheur, ce qui va aller dans le sens de notre vitalité, de notre bien-être, de notre réjouissance corporelle et mentale, parce qu'il y a toute forme de réjouissance. Il y a évidemment cette réjouissance sexuelle si précieuse, mais il y a de très grands bonheurs et de très grandes joies et de très grandes excitations intellectuelles. Donc pour revenir sur la sensation du corps, donc quand on a du désir, on a une sensation de bien-être déjà. On a une sensation qui c'est vraiment comme une sorte d'orientation, c'est comme une boussole qui va du côté du bien-être. On est attiré vers ce qui a provoqué notre désir. Et donc il y a autre finalement, c'est ça. On pourrait dire ça. Et donc il y a dans le corps un état d'éveil, d'excitation. Qui peut être même quelquefois un peu inconfortable au sens d'être un peu dépassé par notre propre sensorialité. Excité, oui, donc un petit peu émoustillé, dépassé, excité. Et c'est pas surprenant d'ailleurs lorsqu'il y a du désir pour quelqu'un que notre main, par exemple, peut aller naturellement, si je puis dire, presque toucher le corps de l'autre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de captation, c'est-à-dire la main va naturellement aller toucher. Alors on le voit déjà chez l'enfant, vous l'emmenez dans un magasin, il va toucher. On lui dit de pas toucher, mais lui il touche. Et nous aussi, adultes, c'est-à-dire c'est le contact, le fait de toucher. Il ne faut pas oublier quand même que le toucher, c'est le premier sens qui se développe dans notre vie intra-utérine. Nous sommes des êtres de toucher. Du toucher. Et naturellement, nous allons vers... nous désirons être en contact, nous désirons être en rapport avec l'autre, dans une intimité avec l'autre. Donc,
très souvent, nous le raccourcissons au sens d'un désir de l'autre. Mais non, c'est ce que nous désirons, c'est ce contact, cet éveil, cette joie. Je crois que vous résumez très très bien tout ce qu'on peut dire. C'est qu'au fond, c'est tellement essentiel de maintenir le désir, puisque c'est ce qui nous met en joie, c'est ce qui nous provoque du bien-être, du bonheur. Et donc, si on est des êtres qui ne sont plus désirants, on ne peut être que malheureux, en quelque sorte, si je simplifie un petit peu ce que vous venez de dire. Bien sûr, on est en privation, on est en manque. C'est cet état de frustration dont on parle, non pas parce qu'il n'y aurait pas cette immédiateté, mais parce qu'il n'y a pas cette ouverture, cette sensation d'ouverture corporelle, sensorielle et évidemment mentale, psychique, qui va dans le sens justement de cette fameuse vitalité. D'où l'importance de rester éveillé à son désir, de le cultiver, de l'entretenir. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est important d'abord pour soi. Et puis ensuite, c'est important évidemment dans la relation à l'autre. Mais c'est d'abord important pour soi. Et je crois que c'est vraiment ce que... C'est d'abord soi dans la relation à l'autre et dans la dimension collective. C'est-à-dire que tout ce que nous rassemblons, quand nous nous rassemblons, il y a aussi cette possibilité de rester ouverts les uns aux autres de manière à ce que le collectif soit aussi un collectif désirant. Et ça, c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire. Qui mériterait une émission entière. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine. Merci à toi. Périssol. Merci beaucoup. Ma Bible des émotions, c'est aux éditions Le Duc. Demain, on va recevoir Hélène Vecchiali qui sera avec nous. Et on va voir jusqu'à quel point on peut aider son partenaire à aller mieux, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être le thérapeute de l'autre. Et donc, on verra pourquoi on a parfois un peu trop envie de sauver l'autre. Et puis, bien sûr, tout de suite, vous retrouvez, j'allais dire vous recevez, non, il est là, il va tenir l'émission pendant 1 heure, Alexandre Dolovan qui est avec nous. Et puis, vous l'avez compris, surtout, si vous avez l'impression d'être un petit peu en panne de désir, eh bien... Réveillez-vous, réveillez-vous et je ne sais pas, réfléchissez là à l'instant, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme plaisir, quel petit plaisir vous pouvez vous faire, et je vous invite vraiment à vous faire plaisir. À agir. Et à agir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons